Bonjour, on va commencer cette première table ronde au cours de laquelle on va faire le point sur la fertilité en 2021. Quelles sont les nouvelles problématiques? Y a-t-il de nouveaux enjeux autour de ce problème? Et pour répondre à toutes nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir comme expert Manon Vial, qui est sociologue de la santé et de la famille, qui va nous parler de l'impact du Covid sur les parcours d'AMP. Chadi Yazbek, mon collègue, qui est gynécologue obstétricien, spécialiste dans le traitement et médical et chirurgical de l'infertilité du couple, qui reviendra sur les différentes causes de l'infertilité. Une amie de toujours, le docteur Sylvia Alvarez, qui est gynécologue obstétricien, spécialiste de l'infertilité du couple au centre d'AMP de la Muette, et qui nous parlera des nouveaux défis de la reproduction et faire le point sur certaines idées reçues en infertilité. Et enfin, le docteur Pascal Mirakian, qui est médecin de la reproduction, qui nous parlera de l'impact de l'environnement sur l'infertilité. Donc on va commencer tout de suite avec Manon Vial, sociologue de la santé et de la famille. Bonjour Madame Vial, vous m'entendez? Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et puis je vous félicite pour l'organisation de ces journées. Je vais effectivement vous parler des résultats d'une recherche financée par la Fondation Gédéon Richter, en particulier avec le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, réalisée en partenariat avec le professeur Blandine Courbière et Léa Alain-Constant. Donc, cette recherche porte effectivement sur l'impact du Covid-19 sur les prises en charge en assistance médicale à la procréation. Elle a porté sur des entretiens auprès de femmes prises en charge dans 5 centres différents sur la France métropolitaine. Et en fait, elle révèle un constat principal qui est notamment les difficultés qui sont inhérentes au parcours d'assistance médicale à la procréation, mais qui ont été très fortement amplifiées durant cette période de la crise sanitaire. Parmi ces difficultés, il y en a notamment 2 à mettre en évidence, qui sont mises en évidence. Ce sont notamment celles de la question de l'accès à l'information au cours de la prise en charge en assistance médicale à la procréation, et puis celle de l'incertitude qui accompagne ces parcours, notamment leur longueur et l'incertitude quant à la concrétisation du projet parental. Donc, en ce qui concerne le premier point, concernant l'information, l'enquête révèle effectivement que les prises en charge, lorsqu'elles ont été interrompues pendant le premier confinement de la crise sanitaire liée au Covid-19, a fait suite bien souvent à un silence total qui a été très difficile à gérer pour les femmes qui étaient prises en charge initialement. Ce silence, bien sûr, s'explique notamment par le fait que ni les médecins des centres d'assistance médicale à la procréation, ni même les institutions, les gouvernements, etc., ne savaient précisément combien de temps allaient durer les interruptions de prise en charge. Néanmoins, les femmes interrogées rapportent à quel point est-ce qu'il a été difficile justement de faire face à ce silence, à cette absence d'information, et que elles ont pu faire le parallèle, notamment pour celles qui avaient d'autres pathologies, avec le fait que des sites internet d'autres services médicaux ont pu transmettre une information au fur et à mesure en diffusant par exemple les recommandations nationales ou régionales et en expliquant que bien que la date de reprise n'était pas encore fixée, néanmoins des informations étaient accessibles. Et donc la plupart des femmes interrogées effectivement ont partagé le fait que juste ne pas se sentir abandonné en ayant quelques informations, même s'il n'y avait pas de date précise, aurait pu les aider à mieux vivre cette période d'interruption de leur prise en charge. Et cette question de l'information, elles ont très souvent rapporté à leur prise en charge générale, c'est-à-dire que ces parcours sont particulièrement complexes et en comprendre la teneur, la durée, les différentes étapes, etc. C'est bien souvent une gageure du vécu de ces parcours-là et qui est vécu de manière très, très différente selon les profils socio-économiques des femmes que l'on interroge. Et là, en l'occurrence, les femmes les plus diplômées trouver des ressources pour avoir des informations, notamment sur l'impact de la pandémie sur les prises en charge en AMP, mais ce n'était pas le cas des femmes, notamment pas diplômées, issues de milieux plus populaires, qui elles
ont subi et vécu avec plus de difficultés encore cette interruption des prises en charge. En ce qui concerne le point sur l'incertitude, là encore, l'incertitude est inhérente au parcours d'assistance médicale à la procréation parce que ce sont des parcours longs, incertains, qui nécessitent souvent un cumul de tentatives, que ce soit en insémination ou en fécondation in vitro. Or, cette incertitude est amplifiée avec la crise sanitaire liée au Covid-19, notamment pour les femmes qui avaient des facteurs à risque, que ce soit une obésité ou une pathologie particulière, qui a amené au fait qu'elle n'ait pas pu être prise en charge rapidement après la fin du premier confinement. Et parfois, elles ont eu plusieurs reprogrammations puis déprogrammations au fil donc des cycles de la crise sanitaire. Et lorsqu'elles avaient, par exemple, lorsqu'elles étaient en situation d'endométriose ou approchaient ou avaient la quarantaine d'années, elles ont, au fil de la situation, de plus en plus mal vécu, en fait, justement, cette impossibilité de reprendre leur parcours, craignant non plus le Covid au fur et à mesure du temps, mais plutôt le fait de ne pas pouvoir concrétiser leur projet parental si l'interruption se perpétuait. Donc, elles ont fait face à des difficultés particulières à ce moment-là, et difficultés qui semblent mettre la focale sur en fait la complexité et la longueur et l'incertitude qui caractérisent ces parcours d'AMP. Et elles témoignent, enfin voilà, ce besoin d'un accès à l'information plus facile, plus rapide et une prise en charge davantage personnalisée en fonction de leurs besoins spécifiques. Je vous remercie pour votre temps. Merci à vous. Merci, c'était très clair et c'est effectivement ce qu'on a vécu dans les différents centres d'AMP, cette espèce de trou dans l'espace-temps avec les femmes qui disaient mais finalement quand est-ce que je vais pouvoir être enfin de nouveau prise en charge. Donc voilà, c'était... voilà. Donc merci, c'est exactement ce qu'on a ressenti dans les centres de PMA. Je pense que aussi bien mes 3 collègues ont dû avoir les mêmes réflexions. Sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Chadi Yazbek. Donc, je rappelle qu'il est gynécologue obstétricien et spécialisé dans le traitement chirurgical et médical de l'infertilité du couple. Est-ce que tu peux nous rappeler, dans le temps qui t'est imparti, les différentes causes d'infertilité et puis ce qui a évolué sur ces dernières années? Alors, pas forcément des origines à nos jours, mais dans les 5 dernières années. Chadi, tu as la parole et merci d'être là. Merci Thierry, merci Claire, je vous félicite pour cette organisation. Je vais essayer d'exposer rapidement les causes d'infertilité. Alors avec l'évolution, donc c'est surtout une évolution dans le sens du diagnostic plutôt que dans le cadre des causes, puisque les causes sont les mêmes. Alors, j'explique brièvement, les causes sont réparties en causes ovulatoires, donc de l'ovulation, des causes liées aux problèmes mécaniques au niveau de la perméabilité des trompes ou au niveau de l'utérus, et puis on évoquera éventuellement après les causes masculines et les situations exceptionnelles. Alors, pour les causes ovulatoires, nous évoquons principalement des problèmes d'anovulation, de non-ovulation et des problèmes d'insuffisance. Alors, comme vous le savez bien, et ça va être discuté dans une table plus tard dans la journée, c'est la question de l'âge qui prime et nous assistons à une prise en charge de plus en plus tardive des couples avec un âge avancé. Et la moyenne d'âge actuellement dans le centre où je travaille à CHRS, c'est plutôt à 36,8, ce qui est assez important. Et cette tendance est en augmentation. Alors, bien évidemment, cette tendance est en augmentation. Il y a plus d'insuffisance et plus de problématiques dans les résultats du traitement qu'on va avoir. Alors, dans le cadre de la non-ovulation, donc là, on peut évoquer plusieurs pathologies, principalement les ovaires polykystiques, qui constituent le principal des causes d'anovulation. Alors, il y a eu des évolutions dans le diagnostic, il y a eu des consensus sur les dernières années concernant le diagnostic des ovaires polykystiques, et donc maintenant on arrive d'une manière un peu plus précise à faire ce diagnostic-là, tout en aidant d'une batterie d'examens
biologique, clinique et imagerie. Alors, toutes les anovulations ne sont pas liées aux ovaires polykystiques, donc il faut faire attention. On peut avoir des situations d'insuffisance qu'on étiquette mal d'une manière un peu difficile. Donc, on pense que c'est des ovaires polykystiques. Or, malheureusement, il s'agissait d'insuffisance ovarienne. Il y a des situations liées aussi à d'autres pathologies de la thyroïde ou des pathologies centrales qui peuvent donner des insuffisances avec anovulation. Donc, il faut faire attention aux différents diagnostics. Et ça, maintenant, on arrive à le diagnostiquer d'une manière très précise. Des problèmes au niveau des trompes, de la perméabilité des trompes. Historiquement, on utilisait des méthodes diagnostiques de hystérosalpingographie qui consiste à injecter des produits avec des clichés de radiologie pour vérifier la perméabilité des trompes. Actuellement, il y a aussi des évolutions à ce niveau-là et nous arrivons à le faire en manière un peu plus simple en échographie, ce qu'on appelle l'hystérosonographie de contraste, qui arrive à détecter la perméabilité des trompes avec des solutions un peu plus faciles qu'avec l'hystérographie. La perméabilité de trompe est un facteur très important, donc il faut absolument faire ce test avant d'entamer des démarches de prise en charge, de traitement. Et nous avons des situations qui peuvent être traitées médicalement ou chirurgicalement et qui peuvent parfois ne pas demander d'autres traitements de type assistance médicale à la procréation. D'où l'importance de ces tests. Alors, au niveau utérin, on oublie toujours, mais au niveau de l'utérus, on peut avoir aussi des pathologies qui peuvent empêcher l'implantation et la grossesse. Je parle de polypes, de fibromes qui sont dans l'utérus, qui peuvent avoir des impacts importants. Il peut y avoir aussi des problèmes de synéchie, d'adhérence à l'intérieur de la cavité de l'utérus. Et tout récemment, on évoque un peu plus, et c'est quelque chose de très important, c'est l'inflammation chronique dans l'utérus liée à des germes qui peuvent coloniser la paroi et la cavité de l'utérus. Cette colonisation donne ce qu'on appelle l'endométrite, situation d'endométrite chronique. Et cette endométrite, actuellement, peut être diagnostiquée. On arrive à faire des tests spécifiques et de comprendre un peu la pathologie et en plus de la traiter surtout. Et nous arrivons parfois à avoir des grossesses naturelles après traitement de cette pathologie sans avoir recours au traitement d'assistance médicale à la procréation. Donc, c'est très important de réaliser les examens nécessaires. Alors, dans les examens, nous réalisons assez régulièrement des hystéroscopies et des biopsies ciblées parfois pour justement diagnostiquer cette maladie. Alors, concernant le côté masculin, on peut avoir jusqu'à 40% de causes liées à la fertilité masculine, d'où l'importance de réaliser un spermogramme qui va être un diagnostic principal préliminaire. Alors, nous avons également des tests plus spécialisés actuellement pour voir s'il y a un problème au niveau de la fragmentation de l'ADN du sperme, mais en amont, tout spermogramme doit être fait préalablement, peut donner déjà une indication et orienter vers un diagnostic bien précis de l'infertilité masculine. Alors, il faut comprendre que dans les dernières années, nous assistons à une baisse régulière des paramètres du sperme, qui peut être lié aux facteurs environnementaux. Je ne vais pas aller là-dessus parce qu'il y a plusieurs explications et plusieurs orateurs qui vont en parler plus tard dans la journée. Alors, à part ça, nous avons des situations qui peuvent être étiquetées comme inexpliquées et ça peut aller jusqu'à 30% des situations. Malheureusement, je dis malheureusement parce que nous évoquons pas assez des maladies qui sont très importantes comme l'endométriose dans ce cadre-là. Et souvent, l'endométriose
reste caché et c'est une maladie qui donne principalement des infertilités, en plus des douleurs. Et nous l'évoquons pas suffisamment. Et souvent, elle est étiquetée comme infertilité inexpliquée parce qu'on fait des tests classiques, on ne voit pas de cause particulière de l'infertilité. Donc, j'évoque ça parce que justement, lorsqu'on a une infertilité dite inexpliquée, il faut toujours penser à souvent l'endométriose sous-jacente. Alors, cette endométriose peut toucher une femme sur 10 qui, comme on le sait, c'est une maladie chronique et qui peuvent être responsables de douleurs, de règles, de douleurs pendant les rapports et principalement aussi de l'infertilité. Alors, actuellement, on arrive à diagnostiquer l'endométriose d'une manière encore très précise grâce à des examens d'imagerie assez poussés, avec des radiologues spécialisés, avec des gynécologues spécialisés dans le domaine, avec des échographies en 3D et avec des bilans biologiques spécifiques. On arrive à, en plus de l'examen clinique, bien évidemment, on arrive à étiqueter, à donner un nom à cette situation où on pense jusque-là que c'était une infertilité inexpliquée. Donc, dans les infertilités inexpliquées, on peut avoir quelques explications qui sont liées à cette endométriose. Et l'endométriose, comme vous le savez, c'est une maladie chronique et qui demande beaucoup de suivi, beaucoup de prise en charge. Alors, cette prise en charge peut être médicale, mais elle peut être aussi chirurgicale. Donc, on peut opérer l'endométriose, on peut essayer d'améliorer la situation pour avancer au niveau des chances de grossesse naturelle également, mais dans certaines situations, et lorsque le stade de la maladie est assez élevé, la fécondation in vitro reste la meilleure chance pour obtenir la grossesse. Alors, des évolutions ont été bien sûr à la base de cette augmentation du diagnostic de la maladie. Les dernières années ont été un peu le terrain d'une augmentation de prise de conscience de cette maladie, grâce aussi aux associations qui militent dans ce sens. Et nous avons évoqué cette situation dans le plan fertilité 2022 au ministère de la Santé, sur lequel on va se baser beaucoup sur les méthodes diagnostiques, comment on évolue dans les méthodes diagnostiques et comment on arrive à mieux cerner l'infertilité, à donner un diagnostic bien précis à chaque situation et de donner surtout un traitement adapté et de ne pas rester dans cette errance diagnostique qui, à mon sens, nous fait retarder le traitement et nous pose des problèmes après de prise en charge de patientes qui arrivent assez tard chez nous pour qu'on puisse trouver des solutions adaptées à leurs problèmes. Et les chances de grossesse, comme vous le savez, avec l'âge, diminuent d'une manière significative. Et là, on se retrouve dans une situation de plus en plus difficile et qui demande après avoir un recours au don d'ovocytes ou des méthodes alternatives. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, et j'espère que le plan fertilité 2022 nous donnera donc raison dans ce sens-là. Donc, on va essayer avec les pouvoirs publics d'avancer un peu dans ce sens et d'organiser un peu plus cette situation de diagnostic global autour de l'infertilité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Chadi. C'était très clair, effectivement, aussi bien la part féminine hormonale que mécanique et la part masculine qui est de plus en plus grande. C'est tout à fait clair. Je vais passer la parole à Sylvia Alvarez. Donc Sylvia Alvarez, je répète, qui travaille au centre d'AMP de la Muette en infertilité du couple. Sylvia, est-ce que tu peux nous parler du mode de vie actuel? Parce que Chadi en a un petit peu parlé avec l'infertilité masculine et l'environnement. Et je sais que la dernière intervenante va aussi parler de l'environnement. Est-ce que tu peux, en quelques mots avant le micro-trottoir, nous en parler? Oui, merci beaucoup. Donc, je vais... Voilà, merci Thierry. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, et on te voit très bien. On attend tes diapos. C'est bon? Tranquille. Vous voyez les diapos? On te voit très bien. Les diapos, pas encore. Ah bon?
Tu les as? Tu as fait Oui. le partage d'écran? Voilà, là, c'est Oui. parfait. Alors, merci beaucoup Thierry, merci Claire et merci à Magique Maman de la BAMP et les laboratoires Merck Renault d'organiser cette journée d'information aux patients. Donc, comme nous pensons aujourd'hui, nous avons un nouveau défi à l'infertilité. Plus de 25 millions de personnes sont affectées par l'infertilité en Europe. Et nous profitons de cette réunion de l'environnement de la COP26 pour sensibiliser les patients et les personnes qui, ce matin, ont pris les soins de nous écouter parce qu'il y a un lien direct entre la santé, l'infertilité, la crise climatique et la reproduction humaine. La FIGO, qui est la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, alerte que les dérèglements climatiques mettent en danger les femmes enceintes, les fœtus, la santé reproductive des femmes et des filles. Et donc, c'est pour moi, et je crois pour mes collègues qui sont présents aujourd'hui, que protéger les générations actuelles et futures est une vraie urgence en infertilité, puisque comme il vous a dit Shadi tout à l'heure, les patients nous arrivent après 35-37 ans, quand déjà l'exposition à des polluants et à des modes de vie perturbés nous arrive à la PMA, c'est déjà assez tard. Et donc, c'est vrai que la notion de prévention est une notion difficile à faire passer, mais il y a une urgence à la prise de conscience, à l'action, nous espérons, dans le plan fertilité 2022, des pouvoirs publics, mais aussi des patients, puisque même si les patients nous arrivent déjà à l'âge adulte, il y a toujours des façons de pouvoir agir sur les perturbateurs endocriniens et sur les modes de vie. Et comme je viens de vous dire, l'étape la plus vulnérable, c'est la grossesse, et il faudrait déjà, dans les maternités, continuer à sensibiliser les femmes enceintes pour protéger la santé future de leurs enfants. Et de là, bien entendu, la fertilité, parce que ça va ensemble. Alors, les perturbateurs endocriniens, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Pascal Mirakian, il va le faire tout à l'heure. Et les climats, les dérèglements du climat agissent sur la fertilité. Et comme il vous a dit aussi Shadi tout à l'heure, nous constatons dans la vie réelle un PMA, une augmentation des endométrioses, une augmentation de l'insuffisance ovarienne, des ovaires polykystiques, c'est-à-dire des situations ovulatoires qui sont opposées, c'est-à-dire des ovaires qui travaillent peu et des ovaires qui travaillent beaucoup, et une augmentation des testicules ectopiques, des cancers des testicules. Et comme vous a dit tout à l'heure, la dégradation du sperme concerne en Europe 40% d'indications des PMA. Donc, vous savez que les spermes se dégradent. Et donc, c'est pour ça que je voudrais lancer ces défis, puisque nous travaillons depuis longtemps sur le mode de vie et sur le perturbateur endocrinien, qu'il est temps de réagir, il est temps de l'action, puisque nous devons préserver, protéger cette fertilité. Donc, sur deux axes, l'environnement qui va dépendre aussi des pouvoirs publics, mais aussi de notre environnement à la maison, puisque effectivement, c'est dans notre maison qu'il y a énormément de perturbateurs endocriniens dans les chambres des enfants. Pendant la grossesse, les femmes enceintes vont utiliser des produits ménagers, des produits cosmétiques. Pascal, il va vous dire tout à l'heure. Et un tout petit peu aussi sur les modes de vie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure à mes collègues, pour travailler sur les modes de vie, tu sais Thierry, depuis très longtemps, nous avons fait une première enquête nationale sur 700 patients en 2010 qui avait montré qu'il y avait 46% des hommes qui consommaient de façon régulière et forte du tabac et que cette tendance, malheureusement, nous la constatons encore en 2021, c'est-à-dire que ces facteurs liés au mode de vie sont très présents comme l'alcool, les tabacs. On a beau parler du Covid, mais l'alcool tue, altère la fécondité. Les tabacs va agir avec la présence du plomb, aussi bien chez la femme qui fume que chez l'homme, à bloquer les embryons et à augmenter les taux de fausses couches. Mais aussi, nous constatons actuellement de nouvelles tendances dans les modes de vie addictifs, qui est l'association de ces cocktails tabac, alcool, cannabis et cocaïne.
Et nous continuons à dépister en consultation et avec la même façon, la méthodologie que nous avons fait en 2010. Et ces facteurs sont très présents dans le couple infertile, notamment un peu plus chez l'homme que chez la femme. Une autre source de contamination, Pascal va vous dire, c'est l'alimentation, les troubles du sommeil. Et vous savez qu'actuellement, et tu le sais bien Thierry, que la pratique du sport pendant la grossesse améliore la qualité de la grossesse. Donc, ces modes de vie actuellement en infertilité, malgré les campagnes de sensibilisation, il y a une petite amélioration, il faut rester positif, mais pour l'instant, il n'y a pas une nette progression sur ces domaines. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail puisque Pascal vous a fait, mais actuellement, il y a des documents pour les gens. Donc, il ne faut pas attendre non plus des décisions des pouvoirs publics majeures. Nous pouvons déjà agir. Et le réseau environnement santé travaille activement pour informer les patients. Voilà les messages que j'ai souhaité parler aujourd'hui et vous envoyer. Qu'il est temps qu'on met l'accélérateur sur la protection de la santé et sur les modes de vie. Et notamment en PMA, nous sommes très, très loin actuellement d'avoir des modes de vie améliorés quand les patients viennent en PMA. Il y a encore trop de facteurs toxiques et il faut absolument que les couples se préparent avant la tentative des FIV, puisque une réduction de ces facteurs toxiques va permettre dans beaucoup de cas de grossesse spontanée, puisque les facteurs toxiques, les cocktails de ces facteurs vont ralentir la fécondité et c'est très souvent qu'on explique, on informe, on donne des documents et on obtient des grossesses spontanées par une amélioration de la qualité de vie, des diminutions des facteurs addictifs, de l'amélioration du sommeil, la pratique du sport ou des traitements alternatifs, sans arriver à la PMA. Donc, je crois que là, les messages que je veux passer, il est fort pour les maternités et pour les couples. Merci beaucoup Sylvia. On va passer avec un petit micro-trottoir que nous avons réalisé et qui va montrer au niveau du grand public que l'infertilité est encore très mal connue. Et puis, je te laisserai réagir de façon assez brève juste après. Donc, on va lancer le micro-trottoir tout de suite. Il y a un micro-trottoir et après, c'est toi qui réponds. D'accord. Non, aucune idée. Aucune idée, mais j'en ai eu autour de moi. Peut-être 40% des couples. Aucune idée. Je crois qu'il y a un caractère génétique. Il y a le mode de vie. Il y a les perturbateurs endocriniens. Ça se peut, ce qu'on mange, notre nutrition. Le tabac. L'usage des drogues, le micro-trottoir. La mauvaise hygiène de vie. Éventuellement, les gens qui ne se protègent pas, qui ont peut-être des MST, qui font que après derrière ça fait des petits soucis à niveau fertilité, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait plus l'un que l'autre, mais voilà, j'en sais rien. Il y a quelque chose équivalent. Masculine, je pense aussi. Ouais. Les deux. C'est ma leçon depuis Facebook. Mais le couple, hein, du coup. Masculine. Féminine plus, peut-être. Si un couple désire... Relancer le magnéto. Ok. Non, aucune idée. Aucune idée, mais j'en ai eu autour de moi. Peut-être 40% des couples. Aucune idée. Je crois qu'il y a un caractère génétique. Il y a le mode de vie. Il y a les perturbateurs endocriniens. Ça se peut, ce qu'on mange, notre nutrition. Le tabac. L'usage des drogues, de l'alcool, la mauvaise hygiène de vie.
Éventuellement, les gens qui se protègent pas, qui ont peut-être des MST, qui font que après derrière ça fait des petits soucis au niveau fertilité, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi ce serait plus l'un que l'autre, mais voilà, j'en sais rien. Je pense que c'est les deux, c'est doit être équivalent. Masculine, je pense aussi. Ouais. Les deux. Féminine. En général, ça touche le couple, hein, du coup. Oui, bah oui. Masculine. Masculine. Féminine plus, peut-être? Ok. Si un couple désire avoir des enfants, donc fait l'amour sans protection, enfin que ce soit pilule ou capote, si c'est vrai qu'au bout de 2 ans, il n'y a rien qui marche, c'est qu'a priori, après je sais qu'il y a un énorme facteur psychologique. D'accord. Voilà, moi je connais des gens qui à un moment donné se pensaient infertiles, ils ont lâché l'affaire, ils étaient libérés et quand ils ont été libérés, hop, la femme est tombée enceinte. Donc voilà. Je sais pas, 1 an, 2 ans, 2 ans, okay. Ouais. Sans doute. Je pense que si, sur certains trucs, ouais. Ah bah je pense que ça se guérit alors. Moi je pense que oui. Personnellement oui. Je sais pas. Là je peux pas vous dire. L'AMP, je sais qu'il y a médical dedans déjà, je pense. Avortement médical, avortement médicalisé, je sais plus, je sais pas. Avortement médical, enfin je sais qu'il y a médical, mais après je peux pas vous dire le A et le P. Ah, je sais pas. L'AMP, assistance, maman, papa. D'accord. Merci beaucoup. Bon, ouais, je pense. Désolé pour les inconvénients du direct, mais je pense que comme moi, je t'ai vu sourire sur l'acronyme AMP, je suis un peu désolé, mais bon, c'est comme ça. Bon, Sylvia, je te laisse sourire à ce micro-trottoir. C'est vrai que j'ai souri, mais effectivement, c'est vrai qu'on constate que les gens ne se sentent pas concernés et qu'ils ne connaissent pas exactement qu'est-ce que c'est l'infertilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas, comme dans beaucoup des pays scandinaves, il y a quand même une forte sensibilisation de la population à l'école et pendant l'adolescence, puisque effectivement, ils sont quand même reçoivent beaucoup d'informations. Moi, je crois que l'information devrait déjà passer par la sécurité sociale aux patients, pas uniquement que dans les services des gynéco-obstétriques, puisqu'on ne voit pas les adolescents, nous, mais une information aux parents devrait se donner afin de protéger la fertilité, d'informer pour que les gens se sentent concernés par ces problématiques de l'infertilité. Effectivement, quel est le délai entre le moment où on arrête la contraception et la recherche de l'infertilité? Actuellement, on disait avant 2 ans, mais maintenant à partir d'1 an, on commence les explorations, notamment parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'âge des patients augmente. Donc, une patiente qui a 38 ans, 39 ans, il ne faut surtout pas attendre 2 ans pour l'explorer. Il faut quand même agir au plus vite, puisque l'âge est un facteur majeur. Donc, c'est capital qu'on ne dise pas quelqu'un qui a 38 ans, venez me voir dans 2 ans, c'est plus acceptable. Ensuite, la notion des AMP est confuse. C'est l'assistance médicale à procréation. On ne sait pas pourquoi la dénomination a changé, puisqu'au départ, ça s'appelait procréation PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée. Et après, ça a été changé à AMP. Peut-être que tout ça a créé un peu de confusion, mais PMA et AMP, c'est exactement la même chose, assistance médicale à procréation médicalement assistée. Donc, la PMA, c'est la même chose. Donc, vous voyez comme quoi les gens ne se sentent pas concernés. Et je crois que ça fait partie de ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même très tôt informer les parents. De la même façon qu'on fait des campagnes pour la vaccination HPV, qui est difficile, hein, mais on commence à réussir un peu la partie HPV, c'est-à-dire la vaccination pour les filles et pour les garçons. On devrait aussi informer rapidement à l'adolescence les enjeux de la fertilité future, notamment parce que les adolescents consomment beaucoup des facteurs toxiques.
Donc, je crois que là, il est urgent que dans ces plans de fertilité, il y a quand même des actions d'information dès l'adolescence, pas uniquement que depuis la grossesse. Merci beaucoup Sylvia, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que tu m'as déjà entendu sur d'autres sujets, mais toute consultation de contraception, on doit aborder la fertilité. Voilà, donc je crois que c'est assez basique. Dès l'instauration d'une contraception, quand on voit des adolescentes commencer à leur essayer de dépister ces facteurs de risque. Merci beaucoup. Et je rappelle un tout petit peu ton commentaire, Thierry, concernant maintenant la loi des biotiques et la congélation des ovocytes. La congélation des ovocytes pour préservation à partir de 29 ans, il faut dire que ce n'est pas la solution. Il faudrait, comme tu dis correctement, lors de la consultation des contraceptions, en gynécologie générale, informer que la congélation d'ovocytes, ça ne sera pas la solution de la fécondité. Il faut alerter que pour l'instant, il faut que les femmes prennent conscience que la fertilité est limitée dans le temps. Donc, je crois que ces messages en contraception ne passent pas. Complètement d'accord avec toi. Donc, je pense que comme on a pris un petit peu de retard, on va passer la parole à Pascal Michaelian. Pascal Mirakian, merci beaucoup. Donc vous allez revenir pour clôturer cette table ronde sur l'impact de l'environnement sur la fertilité dont a commencé à nous parler Sylvia. Donc je vous laisse y aller. Ok. Donc je vais partager mon écran. Du coup, puisque j'ai quelques diapos. Est-ce que ça marche? Il faut que tu mettes la diapositive en page pleine. Oui. Pascal? Oui, attends, plein écran. Il faut que je mette plein écran. Sinon, c'est F5 sur les. Voilà. Ok. C'est bon. Alors, c'est bon, parfait. En fait, voilà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sylvia. Effectivement, pourquoi le focus sur les perturbateurs endocriniens dans les facteurs environnementaux? Parce que les perturbateurs endocriniens sont de véritables bombes à retardement lorsque on est exposé, en fait. Pour les gens qui ne savent pas, parmi les gens qui nous écoutent, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique étrangère à l'organisme qui va interférer avec notre fonctionnement du système hormonal et donc induire des effets délétères sur la fertilité, sur la grossesse et sur la descendance. C'est ça la problématique. Et ce qui nous a beaucoup inquiétés, nous les médecins, c'est l'exemple du Distilbène. Le Distilbène, c'est vraiment un perturbateur endocrinien qui a été utilisé comme un médicament entre 1947 et 1977. Il a été utilisé chez 200 000 femmes enceintes pour qu'elles évitent les fausses couches. Donc, vraiment, on donnait ce traitement pour le bien de nos patients. Et en fait, ce Distilbène, qui est le cousin germain biochimique du bisphénol A, on s'est rendu compte qu'il entraînait des effets sur les enfants qui avaient été exposés pendant la grossesse de leur mère, les petits garçons des malformations urogénitales, les petites filles des malformations utérines qui ont été pourvoyeuses d'infertilité plus tard, de plus de fausses couches, plus de ménopause précoce et cerise sur le gâteau, plus de cancer du sein. Donc vraiment, la problématique des perturbateurs endocriniens bombes à retardement, il fallait s'y intéresser et informer le plus tôt possible les personnes en âge de procréer, donc dès la préconception, puisque ce sont des couples qui vont avoir une grossesse le plus vite possible et qui doivent connaître ces facteurs environnementaux. Alors, le problème de ces facteurs, c'est qu'ils sont partout, ils sont ubiquitaires dans notre quotidien, que ce soit dans un milieu rural avec les pesticides, que ce soit dans un milieu urbain avec les fumées, les incinérateurs d'ordures ménagères, les usines, etc. Et aussi donc dans notre quotidien au niveau domestique à la maison. Et donc finalement, sur cette diapositive, vous voyez tous ces facteurs qu'on retrouve
aussi bien dans ce qu'on se met sur la peau, dans ce qu'on respire et dans ce qu'on mange. Alors, vous voyez, vous avez phtalates, dérivés perfluorés, parabènes, pesticides, bisphénol A. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de ces produits chimiques, mais en fait, ils sont partout. Et donc, même, vous voyez, sur l'assiette de gauche, quand vous voyez cette assiette qui a l'air très light, si les légumes sont bourrés de pesticides, la patiente sera contaminée. Et pour la pasta box d'à côté, c'est l'emballage qui va contaminer l'alimentation lorsqu'il est chauffé. Alors, pour revenir sur le bilan d'infertilité, bien sûr, comme l'a dit le docteur Yazbek, il faut éliminer une cause organique d'infertilité. Mais nous, dans notre centre de PMA à Lyon et de plus en plus dans tous les centres de PMA, on essaie d'évaluer l'exposition aux perturbateurs endocriniens de nos patients, sans oublier, comme l'a dit Sylvia, que le tabac, l'alcool, l'obésité sont des réservoirs de perturbateurs endocriniens. Voilà, alors là, je vais passer très vite. L'infertilité masculine, on a dit effectivement qu'elle était en chute libre depuis l'avènement de l'agriculture intensive, moins de spermatozoïdes, moins de formes normales. Et chez la femme, plus d'endométriose, plus de troubles de l'ovulation, plus de problèmes d'implantation, plus de fausses couches et plus d'altération des résultats en PMA. Donc là, vous voyez, j'ai repris en fait la littérature scientifique qui est très riche en mettant les différents polluants en cause dans ces différentes pathologies. Mais le problème, c'est comment identifier les patients pollués, comment faire. Alors bien sûr, il y a un interrogatoire, les gens qui ont des professions exposées, ils le savent. Et puis après, il y a le dosage dans le sang ou dans les urines. Et là, il y a un gros problème. Quand on se met à doser des pesticides, des dioxines, des parabènes et je ne sais quoi, on a un problème de variabilité des dosages. On ne dose qu'un seul polluant à la fois. Il n'y a pas d'effet dose-réponse, c'est-à-dire que des faibles doses de perturbateurs endocriniens peuvent conduire à des effets. Donc finalement, les dosages, c'est compliqué aujourd'hui. Alors l'idée est venue à plusieurs d'entre nous de créer des questionnaires qui vont évaluer l'exposition des couples. Et là, si parmi les personnes qui nous écoutent, certaines veulent flasher ce QR code, ils vont avoir accès en fait à un questionnaire qui va déboucher sur un score et qui va évaluer l'exposition aux polluants. Et pour nous, ce questionnaire est un outil pédagogique, c'est-à-dire que les patients qui consultent vont tout de suite nous dire oui, bah ça je vais le changer, ça j'ai compris, la bouilloire en plastique c'est pas bon, c'est du plastique chauffé, etc. Et donc pour vous donner une idée, on a repris 660 questionnaires et on a comparé les patients infertiles aux médecins et on se rend compte, si vous voulez, dans les scores, les meilleurs scores, les gens les moins exposés, on voit quand même qu'il y a parmi les gens infertiles, il y a moins de gens qui sont moins exposés que les médecins. En revanche, voilà, donc ça veut dire que le médecin est un peu meilleur que son patient, il est apte à donner des recommandations, mais bon, il y a vraiment des progrès à faire. Et d'autant que lorsqu'on observe comment se comportent les patients informés, eh bien, vous voyez qu'il y a moins de fumeurs quand on a compris que le tabac était délétère. Il y a plus de gens qui consomment bio quand ils ont compris que c'était pas bon. Ils font plus attention aux boîtes en plastique. Donc, on a un réel effet de l'information, des messages de prévention qu'on peut donner en consultation. Voilà, et je terminerai donc sur les recommandations. Bien sûr, l'arrêt du tabac, de l'alcool, limiter l'automédication, puisqu'on sait que les médicaments ont des effets perturbateurs endocriniens. Dans leurs excipients, il y a des phtalates dans le revêtement des gélules, par exemple. Il faut bien aérer l'intérieur des habitations. Moi, j'ai beaucoup de patients qui utilisent les bougies parfumées, qui mettent des parfums d'ambiance pour que ça sente bon chez eux. Donc, ça, ils se polluent au phtalates. Ensuite, ceux qui font le ménage tout le temps, on leur dit de préférer des produits d'entretien écolabel, toujours de bien aérer. Et toujours faire attention aux produits cosmétiques qu'on utilise, les choisir bio et penser au dentifrice. Tout ce qui va être exposition répétée, ça va être un facteur de risque.
Alors, quand on ne mange pas bio, la moindre des choses, c'est de bien laver les fruits et légumes, de les peler. Et ça, c'est vraiment un message important. Quand on achète des légumes emballés, il y a certains jeunes qui vont directement les cuisiner sans prendre la peine de les laver puisqu'ils sont emballés dans du plastique. Ils imaginent que c'est prêt à consommer. Ensuite, il faut penser effectivement à ce relargage des composants dans l'alimentation. Donc, tout ce qui va être plastique chauffé va être délétère. Il faut éviter le plus possible les plats industriels, les fast-food, parce que là, on se contamine à la fois par l'emballage et à la fois par les conservateurs et les colorants. Par exemple, le parabène, on y pense souvent dans les cosmétiques, mais le parabène, c'est un conservateur et on le retrouve aussi dans les plats industriels. Voilà, le téflon, c'est dans les dérivés perfluorés, ils ont vraiment un effet délétère perturbateur endocrinien. Donc, préférez peut-être des casseroles en céramique ou en métal. Et enfin, donc, limiter les graisses animales et les fruits de mer de façon trop importante. Dans le questionnaire, on disait, on considère qu'on est exposé si on en prend plus que 3 fois par semaine. Voilà, donc ces recommandations, pour moi, elles sont très importantes dès la préconception, a fortiori chez la femme enceinte et pendant la période des 1000 jours pour les bébés qui sont nés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être rapide puisqu'on avait pris du retard. C'est parfait, merci beaucoup et c'était très clair. Et tous ces conseils, de toute manière, je pense, sont à la fois pour préserver la fertilité, mais la santé de manière générale. Donc merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions qui nous ont aussi éclairé sur les nouveaux enjeux avec le Covid qui a fait son apparition et qui a eu un impact aussi sur les parcours comme on a pu le voir. Les causes qui sont de mieux en mieux diagnostiquées, voilà, tout ce qui est perturbateur endocrinien, les idées reçues. Merci à tous. Je vais vous laisser, avant d'enchaîner sur la deuxième table ronde, découvrir le témoignage de l'une des participantes à notre clip de sensibilisation qui s'appelle Alicia et qui est atteinte d'endométriose. Et je vous donne ensuite rendez-vous juste après pour la deuxième table ronde en compagnie de Marine Chassan et Thierry Harvet pour échanger sur le parcours et l'accompagnement en AMP. Merci, à tout de suite. Je suis Alicia Morin, j'ai aujourd'hui 35 ans, je suis enceinte, tout fraîchement, mais enceinte. Ça fait bizarre pour moi de dire tout ça, mais oui, je le suis, malgré un parcours très compliqué. J'ai été face à l'infertilité, un combat de 3 ans. J'avais pris la pilule en continu parce que j'avais des douleurs en fait à l'épaule droite depuis l'âge de 25 ans à peu près. Et mon gynécologue de l'époque m'avait dit tout simplement, sans aller chercher plus loin, bah écoute, on va te mettre sous pilule en continu, on va bloquer tes règles. Bon, très bien, moi je veux dire, j'ai 25 ans, je lui obéis, quoi. Je prends la pilule en continu, ça me stoppe mes règles, j'ai plus de douleur, je vais pas chercher plus loin à 25 ans. Je rencontre mon conjoint, j'arrête la pilule, et là, dès les premières règles, du coup, j'ai mal. C'est sûr que c'était pas forcément évident de le déceler puisque c'était des douleurs à l'épaule droite. Je me plaignais très peu de douleurs pelviennes. Un jour, c'est une ostéopathe, elle m'avait glissé aussi le numéro d'un spécialiste en PMA. J'ai écouté le corps médical, voilà, ils m'ont tous baladé pendant 7 années. Sauf que là, je me suis écoutée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai tout de suite appelé ce médecin spécialiste en PMA. Il me prescrit l'IRM, l'échographie pelvienne, enfin les 2 examens. En tout cas pour l'endométriose. Il y a un autre examen qui va poser problème, c'est cette fameuse prise de sang hormonale où je découvre que c'est le fameux marqueur de l'AMH. C'est un marqueur en fait pour la réserve ovarienne. Ce chiffre, chez moi, il est drastiquement faible. Pendant 3 ans, je pense que j'ai dédié toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie à... Ouais, j'ai lu plein d'études scientifiques, j'ai commencé à lire plein d'articles, de journaux, de blogs, à suivre des gynécologues, etc. Et donc, je suis tombée sur l'hôpital de Jean Verdier à Bondy et la personne de le professeur Michael Greenberg. Ils me disent, à ma plus grande surprise, lundi ponction, quoi.
Donc là, c'est waouh, parce que moi, depuis 3 ans que je suis dans le parcours, j'ai jamais fait de ponction. Jeudi 22 juillet, je l'oublierai jamais, coup de fil du labo. Puis elle me dit, il faudrait venir de toute urgence à l'hôpital. Alors je lui dis, mais pourquoi? Et puis elle me dit, on va vous faire un transfert. Le transfert est réussi, ça a été positif. Si je devais un petit peu résumer, tout le monde le dit, hein, toutes les personnes qui ont vécu la PMA, l'infertilité, c'est les délais d'attente, ils sont horribles. Je pense que ça nous a appris en fait qu'il y a une partie qui est aussi intuitive, qu'il faut. Moi, je me suis beaucoup écoutée. Il y avait une partie de moi qui croyait à ce miracle. Je témoigne parce que cette douleur à l'épaule droite, elle est quand même encore assez peu présente. C'est une douleur qui est peu connue. Je veux faire de la prévention, me dire que si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, cette personne, qu'elle perde pas de temps, qu'elle se dirige vers des spécialistes de l'endométriose, parce qu'il y a fort à parier qu'elle a sans doute de l'endométriose thoracique. Et donc, si thoracique, sans doute pelvienne. Et le deuxième point pour lequel je suis devenue un peu militante, c'est quand même pour ces bilans de fertilité, que je trouve aujourd'hui en France ne sont pas assez déployés par les médecins. C'est un combat aujourd'hui en tant que femme pour avoir un bilan de fertilité. C'est-à-dire qu'il faut prouver aux médecins qu'on est en couple depuis X années, en essai bébé, pour avoir un bilan de fertilité. Et je trouve que c'est pas normal.